Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, qui est le rendez-vous emploi RH de Bismart. Très heureux d'être avec vous en direct chaque jour. Vous le savez, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et bien sûr vos rubriques habituelles. Bien dans son job. Aujourd'hui, ça veut aussi dire souvent être bien dans son environnement et pourquoi pas mettre des carottes, des radis, des fraises sur le bureau, sur l'espace, sur la petite terrasse qui est à côté de votre bureau pour tout simplement les entretenir, mettre un tout petit peu les mains dans la terre entre midi et 2. On en parle dans quelques instants. Smart et réglo, durée de travail des cadres, on entend tout et n'importe quoi sur ce sujet. On fera un point précis sur cette durée de travail, ce qu'il est possible de faire ou pas avec une avocate dans quelques instants. La pause café avec cette décision, bien entendu, de reconfiner, cela veut dire de nouveau du télétravail, ça veut dire des douleurs, des maux de dos, c'est terrible pour les salariés. On fera le point avec Fanny Griesmer qui est venue avec ses cannes, parce qu'évidemment elle a très très mal au dos à cause du télétravail. Le cercle RH et nos experts, évidemment, comme chaque vendredi, avec ce confinement, reconfinement, quelles conséquences pour notre économie et puis ces écoles fermées, évidemment, ce qui pose de nouveau la question de ce télétravail en mode dégradé. Et puis dans le livre de Smart Job, le livre de la semaine, le paradis des consommateurs est devenu l'enfer des travailleurs. C'est un sujet éminemment important porté par Denis Penel, qui est un consultant, un coach et un expert en travail. Un livre qui est sorti aux éditions du Panthéon. Voilà pour le programme. Il est riche pour ce vendredi. Tout de suite, bien dans son job, on met un petit peu les mains dans la terre. Ça fait un bien fou. Bien dans son job, avec ce petit jeu de mots, alors il n'est pas de moi, le planter du balcon, qui fait évidemment écho au planter du bâton, mais qui n'a rien à voir, Hélène Sobral, avec le sujet du jour, responsable marketing de New City. D'abord, c'est intéressant, Hélène, parce qu'on va s'intéresser à ce rapport entre les urbains et la terre, entre on en est souvent très éloigné, on achète tous nos légumes, on s'achète, même quand ils sont bio. Chez New City, et vous en particulier, vous portez l'idée qu'on peut déplacer, amener le jardin, le potager, dans l'entreprise. C'est ça la philosophie. Oui, tout à fait. En fait, New City a vraiment pour mission, on va dire, de développer des communautés autour du potager et de créer du lien et de remettre tout le monde en contact avec la nature, les mains dans la terre. C'est important, ça. C'est très important, surtout pour les urbains qui sont très déconnectés depuis toujours. Et puis aujourd'hui, en fait, tout le monde s'intéresse à son alimentation et donc c'est aussi important de comprendre d'où ça vient, ouais. Exactement, Mon et radis, comment ça ma carotte. pousse, qu'est-ce que c'est des semis, etc. Et c'est vrai qu'on considère que l'entreprise est un lieu parfait et aussi une mission de l'entreprise de proposer cette possibilité en fait aux collaborateurs. Et moi qui aime bien cultiver aussi la terre, comment c'est difficile finalement au bout de quelques mois, parce qu'avant qu'on pose le plan, comment c'est difficile d'avoir une fraise qui n'a pas été croquée par un petit insecte. On découvre aussi tout ça, la difficulté de cultiver. Tout à fait. C'est pas simple. C'est pas si simple et ça permet d'apprendre la résilience, la patience, beaucoup de patience et puis la connivence aussi, puisque finalement on se retrouve, on s'échange des astuces, des trucs, des recettes. On se découvre aussi, parce que de bureau à bureau on se parle pas, puis tout d'un coup là on se trouve un point commun. Tout à fait. C'est vraiment intéressant, ça crée du lien social, même intra-service dans l'entreprise. New City, il faut quand même préciser que c'est aussi, vous apportez le contenant. New City, ce sont des bacs. C'est ça, en fait. Parce que c'est souvent ça qui est compliqué à monter. Oui, tout à fait. En fait, New City a développé il y a quelques années un bac potager hors sol qui a une particularité, en fait, qui a une réserve d'eau intégrée. Et c'est un bac qui est très facile et qui garantit le succès 100% de ce qu'on plante, puisque les plantes se nourrissent toutes seules par capillarité. En fait, vont chercher leur eau. Donc, c'est zéro erreur, quasiment, sauf petit invasif, etc. Mais on est là pour apprendre. En fait, on a un blog qui permet de donner beaucoup de trucs. Ouais, comme ça, on peut suivre. Tout à fait. Vous préconisez le traitement ou pas pour qu'on parle un peu à ceux qui connaissent le monde de la terre? Vous leur dites, quand ça ne va pas, vous le pulvérisez ou vous trouvez des formules Non, mais c'est important de l'entendre. Oui, tout à fait. C'est de la culture bio. En fait, d'après les règles de l'agriculture biologique, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en hors sol, on n'a pas le droit d'appeler ce qu'on cultive comme culture biologique. Elle n'est pas en pleine terre. Voilà. Mais par contre, on suit
complètement les règles de l'agriculture biologique, de la permaculture, en fait, c'est le principe. Juste vous, Hélène, j'ai toujours tendance dans notre rubrique à essayer de découvrir aussi celui qui porte ce projet. Vous avez fait un MBA, vous êtes parti aux États-Unis. Enfin, vous n'êtes pas une horticultrice. Comment on arrive à cela? Comment on arrive à aller dans l'entreprise pour prophétiser l'idée qu'il faut mettre les mains dans la terre? Alors, c'est arrivé très naturellement. Je pense que comme pour beaucoup de gens, je suis rentrée en France il y a 5 ans. J'ai aménagé, j'avais un balcon et je me suis dit, j'aimerais bien moi aussi apprendre à cultiver. Et en fait, complètement par hasard, j'ai découvert les bacs Nous City et l'entreprise Nous City sur Internet. Et voilà. Et c'est une histoire d'amour, puisque maintenant vous êtes la responsable marketing de Nous City. C'est totalement incroyable. Ouais. Ça n'a rien à voir, qu'on soit bien précis. Les entreprises que vous avez choisies, elles peuvent les mettre sur les balcons, parce que parfois il y a des petits balcons, mais aussi sur le toit, là où on a une très belle surface de culture. Comment on fait là sur le toit? On peut ramener ces petits sacs papier à la maison en disant c'est la semaine. On ne peut pas cultiver pour nourrir une famille. Ici, c'est possible? En volume, je parle de volume. En volume, alors ça dépend de l'espace disponible. Évidemment. Donc en fait, nous, ce qu'on propose surtout, c'est vraiment une expérience, en fait. C'est vraiment l'expérience de la culture, etc. Après, si on est juste 2 et qu'on a 3 beaux bacs potagers, on peut déjà... je ne dis pas se nourrir à 100%, mais vraiment se faire plaisir assez régulièrement. Cultiver sa roquette, ses radis, ses tomates, etc. Et en entreprise, c'est vraiment... en entreprise ou enfin, dans le milieu professionnel en général. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on est aussi dans des écoles, dans des lieux d'habitation. Oui, des institutions, des départements, des régions. Voilà. Donc en fait, la production, c'est assez variable suivant la quantité, suivant le nombre de gens qui viennent au potager. Donc ça peut être... faire des recettes sur place, ça peut être quelquefois distribuer la production à des associations. C'est assez variable. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les femmes, les hommes qui mettent les mains dans la terre et qui, pour certains, ne l'avaient jamais fait parce qu'ils sont nés en ville et qu'ils ont une histoire urbaine? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ça leur fait du bien? Ça les décharge de leur stress? On dit que ça décharge du stress quand on met les mains dans la terre. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, c'est un peu la même chose que si tout le monde ne peint pas, ou on peint, on chante, etc., comme n'importe quelle activité de créativité. En fait, ça détend énormément. Et c'est vraiment le contact. Et puis, c'est retrouver des choses aussi simples que de voir pousser, de semer une graine et le voir pousser. C'est un petit peu miraculeux. Et puis, je dirais même que ces dernières semaines, ces derniers mois, avec le confinement... J'allais y venir. Ouais. Parce que Nous City, évidemment, va moins dans les entreprises, parce qu'aujourd'hui, certaines sont totalement désertiques. Je pense au quartier de la Défense en particulier. Comment vous mutez? Est-ce que vous proposez aussi aux entreprises que les salariés, dans leur espace personnel, et qui est donc leur espace professionnels, puissent cultiver leur petit bac? C'est possible, ça? Vous le développez? Alors, on a proposé ça déjà l'année dernière, au premier confinement, en fait, Allez, vous partez avec votre bac. Avec le bac ou avec un petit kit, en fait, même pour s'amuser avec juste du terreau et des semis, et avec des visios en ligne, en fait. Voilà. On a un petit peu, on s'est adapté, comme tout le monde, pour faire une proposition multiple. Mais en fait, surtout, en fait, nous, on a créé un réseau de jardiniers urbains qu'on appelle les growers, et qui sont présents en France, au Portugal, je ne sais pas si j'ai dit, mais Nous City est une entreprise portugaise. Je ne l'ai pas précisé, c'est une entreprise portugaise. Et aussi en Belgique, à Bruxelles. Et en fait, nos growers sont des passionnés comme moi qui viennent pour beaucoup d'autres métiers, en fait, qui sont eux vraiment... et qui se déplacent aussi pour donner des conseils. Il y a quand même Alors, ils viennent en entreprise tous les mois, voilà, pour animer le jardin. Ouais, pour surveiller un petit peu en disant ça faut peut-être retirer l'herbe, il faut peut-être... C'est vraiment plus que ça. Ils font l'entretien, mais surtout, ils font vraiment une animation. Donc, ils sont là pour transmettre de la connaissance. Ouais, donc c'est un cours d'horticulture, voilà, et de potager. Voilà. Qu'est-ce qui pousse bien là, avant de nous quitter? Parce qu'on est au mois d'avril, début avril. On nous annonce des grands froids. Là, pour la semaine prochaine, moi je parle comme un agriculteur, c'est pas très bon ça pour tout ce qui avait commencé à pousser la semaine dernière. Le petit gel de la semaine prochaine, voilà, je ne suis pas spécialiste, je m'inquiétais un petit peu. C'est vrai, c'est vrai. Oui, non, mais c'est sûr, ça arrive très souvent, hein, chaque mois d'avril. Je fais ça. Donc effectivement, il faudra un petit peu surveiller. Quelquefois, on a mis du paillis, donc ça va aller. Je pense que si ça ne dure pas longtemps, ça va bien se passer. Vous avez mis du paillis, donc vous conseillez de mettre du paillis pour protéger tout. Pour réchauffer un petit peu tout ce qui était en train de sortir et qui n'est pas sorti. Avant de nous quitter, qu'est-ce qu'elles vous disent, les entreprises, aujourd'hui, par rapport à vos initiatives? On a vu des photos qui sont très belles et qui donnent envie, avec des oignons blancs, avec des tomates. Il y a des retours d'entreprises dans la relation qu'ont leurs salariés avec la terre. Ils les voient évoluer, ils les voient changer?
Oui, tout à fait. C'est surtout que ça crée en fait du lien entre les équipes. Ça détend. C'est aussi un peu l'idée cachée, en fait, exactement. Et aussi, On souffle. On souffle, et c'est aussi un excellent moyen de faire du team building, créer l'esprit d'équipe un peu sans faire caché. de saut en parachute. Voilà, exactement. Mais on est les mains dans les plantes, en douceur. Sur du long terme, en fait. C'est aussi du durable. La tête dans les carottes, on peut aussi évoquer des sujets qui étaient un peu tendus dans les bureaux et qui peuvent parfois se déminer devant ce potager. Précisons que vous fournissez la terre, ça va sans dire, le bac, parce que la terre est déshydratée, il faut mettre de l'eau. Et puis, ça c'est pour les particuliers. En entreprise, vous amenez tout là. On amène tout. Et puis vous êtes présente, vous et vos équipes, évidemment, pour commencer à faire les premiers cours, les premiers pas d'horticulture, enfin de maraîchage. Oui, tout à fait. En fait, aussi, on crée des groupes, souvent par WhatsApp, mais ça pourrait être un autre réseau social. En fait, donc on communique en permanence avec les équipes qui sont en potager, enfin le groupe qui est autour du potager, référent. Et en fait, il y a souvent des échanges quotidiens. Tiens, justement, la semaine prochaine, on aura sûrement des photos qui vont arriver. Tiens, au secours. Au secours, tiens, ma fraise. Est-ce qu'elle va avoir gelé, etc. Ma fraise fait à mauvaise mine, il y a une feuille qui a séché, par exemple. Et chacun peut s'échanger, évidemment. Tout à fait. Et on échange des recettes aussi. Et des recettes, parce qu'évidemment, on va plus loin, puisqu'on cuisine ce qu'on a cultivé. En fait, qu'on cultive pour manger. Donc, c'est la base. C'est la base. Merci Hélène Sobral d'être venue nous rendre visite. Nucity, entreprise portugaise, mais qui aujourd'hui peut aussi se déplacer chez vous, particuliers, télétravailleurs. C'est peut-être une revendication que vous pouvez avoir avec vos DRH. Je voudrais emmener mon bac pour pouvoir m'en occuper si d'aventure vous avez la place, évidemment, pour pouvoir vous en occuper, parce qu'il ne faut pas laisser mourir les plantes. Merci Hélène d'être venue sur notre plateau. Smart et Réglo, retour au droit. Alors là, ça c'est sérieux, on n'est pas dans les plantes. On va s'intéresser à la durée de travail des cadres. On entend tout et n'importe quoi sur ce sujet. Même les cadres eux-mêmes sont mal informés. C'est Smart et Réglo et c'est tout de suite. Smart et Réglo, c'est un sujet, lorsqu'on est cadre, qui occupe souvent, d'ailleurs, Fanny Grismer aurait pu nous faire une pause café sur cette question, la durée du travail, les forfaits, mais combien de temps je dois travailler au maximum. Les cadres, j'en fais partie, disent tout et n'importe quoi. Émilie Méridienne, merci d'être avec nous, avocate associée spécialiste en droit du travail. D'abord, question simple, est-ce que cette question du temps de travail des cadres est importante? Parce que les cadres disent, mais après tout, moi quand je suis cadre, de toute façon je travaille tout le temps, je ne peux pas récupérer mes heures, on va le voir. Pourquoi c'est si important cette question du temps de travail des cadres? C'est important parce que d'abord, il y a beaucoup d'a priori et de méconnaissances de la part des employeurs, mais aussi des salariés. Donc personne ne s'y retrouve vraiment. Et ces a priori et ces incompréhensions génèrent des risques pour les employeurs, que je représente la plupart du temps. Et du coup, il est important d'y voir clair et de savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, s'agissant de la durée du travail des cadres. Il y a une étude de l'INSEE qui dit quand même, ça c'est vous qui apportez ces informations, que les cadres travaillent plus, on est d'accord, par rapport aux 35 heures. Tout à fait. Ce sont ceux qui, en moyenne, déclarent les plus longues durées de travail, un peu plus de 43 heures par semaine selon l'INSEE, et presque 9 heures par jour. Et ce sont également ceux, alors hors période du Covid, où tout le monde travaille de chez soi quasiment, mais qui travaillent le plus chez eux, en complément du travail qu'ils effectuent dans l'entreprise, et qui travaillent le plus le soir, après avoir couché les enfants, etc. Concrètement, est-ce que tous les cadres sont logés à la même enseigne? On va commencer à arriver sur le statut que l'on signe. Lorsqu'on signe son contrat, on est soit au temps horaire, soit on est au forfait. On n'est donc pas tous logés à la même enseigne. Effectivement, on n'est pas tous logés à la même enseigne, contrairement à un a priori. C'est-à-dire que pour la plupart des gens, un cadre, ça n'a pas de durée de travail, ça compte pas son temps, éventuellement ça a des RTT, mais en tout cas, il n'est pas question de pointer, de badger ou autre chose. En réalité, il y a, on va dire schématiquement, sans rentrer dans le détail, 3 catégories. Il y a les cadres qui ne sont soumis à aucun régime spécifique et qui sont, eux, logés à la même enseigne que tous les salariés, c'est-à-dire 35 heures par semaine. S'ils travaillent 37 heures, ils doivent être payés pour les 2 heures supplémentaires effectuées dans la semaine. C'est minoritaire, non ? C'est une partie significative puisque, selon la DARES, un peu moins d'un cadre sur 2 est un cadre au forfait, ce qui signifie que les autres ne sont pas au forfait, donc sont à un régime horaire. Exactement. Donc ça, c'est la catégorie, on va dire, par défaut. Si rien n'est prévu pour eux, ils sont aux 35 heures. Les cadres dits autonomes sont les cadres qui peuvent être éligibles à ce qu'on appelle un forfait jour. C'est le forfait qui déconnecte la durée du travail d'une logique horaire. Ce qui veut dire qu'on n'a pas de durée maximale quotidienne, on n'a pas de durée maximale hebdomadaire. En revanche, et ça c'est sous impulsion de l'Europe, on doit veiller à ce que le cadre bénéficie de ses temps de repos.
quotidien et hebdomadaire. Le nombre d'heures nécessaires entre la fin de l'arrêt du travail et la reprise. Exactement. C'est combien d'ailleurs le chiffre exact? 11 heures. 11 heures par jour. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il arrête à 21 heures grand maximum. Oui, enfin ça dépend à quelle heure il reprend. À quelle heure il reprend, exactement. Donc, et il y a les cadres au forfait. Et voilà. Alors c'est là où ça bug. Ça, c'est les cadres au forfait. Et puis, il y a une troisième catégorie qui est pour le coup une catégorie assez marginale, mais c'est aussi méconnu, ce sont les cadres dirigeants, ceux qui sont au sommet de l'entreprise, qui bénéficient d'une très grande indépendance dans la gestion de leur emploi du temps et qui bénéficient, ça va de pair, des rémunérations qui font partie des plus hautes rémunérations de l'entreprise. Et ceux-là n'ont aucune contingence horaire. C'est-à-dire qu'ils peuvent travailler 1 heure par jour, comme 18 heures par jour, il n'y a pas de règle. Ça, c'est inscrit dans leur contrat. Ça peut être inscrit dans leur contrat. Et si ça ne l'est pas, on peut en rapporter la preuve a posteriori. On va faire un vrai-faux, parce que vous aimez bien faire le vrai-faux dans vos interventions, et c'est pratique. Le salarié en forfait jour est soumis aux règles sur la durée du travail, au forfait, donc le cadre au forfait. Vrai ou faux? Alors, vrai et faux. Ah oui, d'accord. Et oui, c'est jamais simple. On ne peut pas trancher dans le droit. C'est jamais simple en droit du travail. Vrai, il n'est pas soumis. Alors, je ne sais plus dans quel sens vous avez posé la question. Le salarié en forfait jour est soumis aux règles sur la durée du travail. Il est soumis. Vrai ou faux? Alors, c'est vrai s'agissant des temps de repos, c'est faux s'agissant du décompte horaire. Donc, sur les temps de repos, on a compris que c'était les 11 heures qui fixaient cette règle, et attention, il faut les respecter. Oui. C'est faux sur les horaires de travail. Exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un cadre peut aller jusqu'à combien d'heures maximales? Il y a quand même un maximal. Le maximum, c'est qu'il puisse se reposer 11 heures dans la journée. Point barre. C'est tout. Ce qui fait que quand on calcule les 11 heures de repos entre une journée, ça fait quoi? 63 heures de travail par semaine, si on calcule? Ça fait beaucoup. Il me semble. Hein. C'était d'ailleurs une des réserves de l'Europe qui a conduit à imposer ce respect des temps de repos. Après, ça, ce sont des situations qui doivent rester exceptionnelles et les conventions de forfait jour sont encadrées par un formalisme assez important sur lequel on peut revenir, mais parmi lesquels notamment figure une obligation de suivi de la charge de travail des cadres. Il doit y avoir au minimum un entretien chaque année pour vérifier annuel. Exactement. Indépendamment de l'entretien sur la performance, l'entretien d'évaluation qu'on connaît tous, mais là c'est vraiment sur la charge de travail, le respect de l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, parce qu'évidemment si on travaille 60 heures par semaine toute l'année, ça peut poser des difficultés à plein d'égards. Alors les RTT, rentrons dans le dur, parce qu'il y a beaucoup de cadres qui le disent quand on parle avec eux. L'expression c'est j'ai des caisses de RTT, mais on me dit que je ne peux pas les prendre parce que ces cadres sont évidemment soumis à des obligations professionnelles. Ils ne peuvent pas prendre leur RTT, ce qui fait qu'ils ont des semaines de vacances à prendre. Alors, concrètement, soumis ou pas au RTT, ces cadres? Alors, les cadres au forfait doivent pouvoir bénéficier des RTT. C'est la contrepartie à cette souplesse et à cette flexibilité qu'on leur demande. Exactement. En général, selon les conventions collectives, selon les accords d'entreprise spécifiques, on a entre 10 et une quinzaine de RTT par an. Ça dépend aussi des jours fériés dans l'année. Après, si on ne les prend pas, qu'est-ce qui se passe? Normalement, on doit les prendre. Certains accords prévoient que si on ne les prend pas, on les perd. C'est ça. D'autres accords prévoient que si on ne les prend pas, ils peuvent être reportés sur une certaine durée, disons sur les 3 premiers mois de l'année suivante. Après, il existe toujours, vous savez, la zone grise en droit du travail, c'est-à-dire que le salarié peut dire « Ah oui, mais vous êtes bien gentil, moi, si je ne les ai pas pris, c'est parce que je n'avais pas la possibilité. Évidemment. Vous ne m'en avez pas donné la possibilité. » On peut avoir des contentieux un peu résiduels sur ce sujet. Dernière question, les fameux cadres soumis à une convention de forfait jour. Est-ce que tous les cadres y sont soumis? Vrai ou faux? Alors, faux. Ah là, c'est faux, c'est net. Oui, c'est faux. Alors, pour pouvoir être soumis à une convention de forfait jour, il faut d'abord être éligible en tant que cadre, c'est-à-dire pouvoir justifier d'une autonomie suffisante et ne pas être soumis à l'horaire collectif de son service, de son équipe, etc. Ça, c'est, on va dire, la condition qui concerne le cadre. Mais il y a d'autres conditions qui sont aussi importantes d'un point de vue de la sécurité juridique. Il faut que l'entreprise soit couverte par un accord collectif, que ce soit au niveau de l'entreprise elle-même ou de la branche ou de la convention collective. S'il n'y a pas d'accord, et d'accord conforme évidemment, alors il ne peut pas y avoir de convention individuelle de forfait jour. Et l'autre condition, il y en a encore deux, c'est que le salarié ait expressément signé, donc un avenant à son contrat de travail, qui reprenne la convention de forfait jour. Ça ne peut pas se décréter, ça ne peut pas être de l'implicite, t'es cadre, donc t'es au forfait, il faut signer. Que ce soit écrit noir sur blanc, exactement, avec un accord entreprise ou de branche. Et la dernière condition, c'est qu'il y ait un système de suivi. Il ne s'agit pas de dire t'es cadre, t'as signé, donc je m'occupe plus de rien. On doit, comme je vous le disais tout à l'heure, faire ces fameux entretiens, et puis on doit avoir aussi un système qui trace les jours de travail des salariés. Parce que ce n'est pas parce qu'on ne compte plus les heures qu'on ne doit plus compter les jours. Donc il doit y avoir un système de suivi. Ça, c'est les DRH qui gèrent ces suivis. Oui, alors c'est mal suivi.
C'est compliqué. Ça dépend des entreprises. Non mais franchement, on est là pour les aider. C'est compliqué. Voilà, parce qu'il faut quand même un travail extrêmement fin qui permet d'un peu de voir ce qu'il a fait et où il était, parce qu'il y a aussi beaucoup de déplacements, il y a aussi des temps de repos, de déplacement, qui sont des casse-têtes importants. Merci Émilie Merigen, c'était un plaisir. J'ai tout compris. Bah voilà, on en a si souvent parlé entre nous de ces forfaits jours ou de ce forfait tout court. Merci. La suite, c'est la pause café. Ça intéresse les avocats évidemment. On va le voir sous un angle sociologique. À quoi va ressembler notre corps après ce télétravail? Évidemment, ça sera source de conflits, de salariés qui ont mal au dos, qui ont une sciatique. C'est peut-être d'ailleurs le cas de Fanny Griesmer. Elle nous rejoint. À quoi ressemblera notre corps quand on sortira de ces 3 semaines, puisqu'en l'occurrence on part sur 3 semaines, 1 mois de télétravail. C'est un sujet qu'on avait évoqué beaucoup. On en sort. Voilà, Fanny Griesmer. Je vous rappelle quand même que le télétravail reste la règle, et je pense au-delà des 3 semaines, 4 jours à minima, 1 jour en fonction de votre demande, et si l'employeur est d'accord. Alors, à quoi va ressembler notre corps, Fanny Griesmer? Parce que vous avez des études, vous avez creusé le sujet, et vous vous êtes même amusé à travers un personnage incroyable. Alors, c'est pas moi. Fictif, je sais que c'est pas vous, mais en tout cas, ce personnage est fictif et il devient un peu le sociotype du télétravailleur. C'est ça. Écoutez Arnaud, j'en profite pour vous présenter votre future collègue. Elle s'appelle Emma. Oui. Emma. Bonjour Emma. C'est un mannequin, on va la voir à l'écran. Mannequin, rassurez-vous. Alors quand on la verra, voilà, elle est là. Un peu effrayante. Oui, c'est un humanoïde, c'est un objet en plastique, c'est une poupée. C'est un mannequin grandeur nature. Oui, mannequin pour la bonne cause. Il s'agit en réalité d'une télétravailleuse type, modélisée grandeur nature par le fabricant de bureaux Fellows, le fruit du travail de plusieurs experts en ergonomie britannique. L'objectif, alerter sur nos habitudes de travail, des effets néfastes, surtout à long terme. La sédentarité, 9 employés sur 10 passent plus de 6 heures par jour assis, et le télétravail n'a vraiment rien arrangé. Elle n'est pas très en forme, Emma. Pas du tout même, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle est clairement usée par les écrans, le manque d'exercice. Le dos, vous pouvez le voir voûté, à cause du travail sur un ordinateur portable. On n'a jamais la bonne posture, on est avachi. Un petit surpoids aussi à cause du grignotage, le frigo n'est jamais bien loin. Des jambes gonflées par le manque d'activité physique. Une kyphose cervicale, c'est la bosse qu'elle a à la base du cou, vous pouvez le voir. C'est Quasimodo en fait. C'est lié aussi à sa mauvaise posture, exactement, c'est vrai, je viens de réaliser, c'est Quasimodo. Les yeux injectés de sang, ça c'est à cause de la fatigue oculaire. Et si l'on regarde de près, elle a de l'eczéma, et ça c'est à cause du stress. Alors la liste est longue et ça ne donne clairement pas envie. Et pourtant, si nous ne changeons rien à nos habitudes d'ici 20 ans, nous risquons fort de ressembler à cette très chère Emma. Emma, si elle pouvait parler, elle dirait mais mon domicile n'est pas mon lieu de travail. Il y a du chocolat, il y a toutes choses qui m'attirent, je ne peux pas. Et non, le domicile n'avait pas vocation à devenir notre bureau à la base. C'est vrai qu'on a été dépêché en télétravail au mois de mars sans la moindre préparation. Et donc, comme il est rarement adapté, cela a des conséquences vraiment dramatiques sur notre corps. La société Fellows, qui a conçu Emma, a mené une enquête en parallèle auprès de 7000 salariés et les résultats sont inquiétants. Seulement la moitié des salariés interrogés ont chez eux un poste de travail adapté. Donc c'est pas beaucoup. L'autre moitié, vous l'aurez compris, n'est pas du tout bien installée. 12% admettent travailler depuis leur canapé, 4% depuis leur lit et 4% par terre. Par terre. J'espère avec un coussin, sinon... 7000, c'est intéressant, le panel, c'est 7000, c'est très signifiant quand même. C'est signifiant. Alors, pas étonnant dans ces conditions que plus d'un tiers d'entre eux affirment souffrir de douleurs oculaires, de douleurs au dos, de maux de tête. Côté santé mentale, c'est tout aussi alarmant, plus de 30% se sentent stressés, autant seul et isolé, un moral loin d'être au beau fixe. C'est ce qui explique sans doute la tenue un petit peu négligée dans laquelle se trouve notre chère Emma. C'est vrai, elle fait aucun effort. Tenue qui laisse à désirer, à défaut du pyjama. Elle a adopté cette fameuse tenue de loose, la fameuse, vous voyez, une sorte de bermuda, short, un t-shirt, un petit gilet. Un gilet qui ressemble à rien. On se sent bien dedans, mais pas forcément du meilleur effet, surtout sur notre morale. Alors, il est peut-être trop tard pour elle. Mais alors, et pour nous ? Mais
non. Et pour vous, rassurez-vous, qui avez mal au dos, c'est la bonne nouvelle. Il suffit de mettre en application quelques bons conseils, le minimum syndical, j'ai envie de vous dire, c'est d'avoir une chaise et un bureau, ou en tout cas une table, pour s'installer confortablement. À la bonne hauteur, si je peux me permettre. Et si possible, à avoir la bonne posture, le dos bien droit, avec si possible un petit coussin calé dans le creux formé c'est vrai. Au niveau de vos lombaires. Positionnez aussi l'écran de votre ordinateur en hauteur, vous le surélevez, vous glissez quelques livres en dessous. En fait, vous transformez votre ordinateur portable en ordinateur fixe, quitte à rajouter un clavier et une souris externe. Faites attention aussi à la luminosité. Ne travaillez ni face ni dos à une fenêtre, plutôt à la perpendiculaire. Pareil, évitez également de travailler dans l'obscurité, ça fatigue fortement les yeux. Faites régulièrement des pauses visuelles, là aussi, important dans une journée où l'on passe plus de 7 heures les yeux rivés sur un écran. Hydratez-vous. Boire régulièrement de l'eau. De l'eau, permet de l'eau, oui. De l'eau, ouais. Permet d'éviter les maux de tête, les crampes, les tendinites ou encore la perte de concentration. Et puis bougez, respirez, levez-vous régulièrement, faites quelques pas, profitez aussi de la pause déjeuner pour aller faire une petite promenade, faire vos courses, marcher. Une bouffée d'oxygène, quelques rayons de soleil en ce moment, profitez-en. Des gestes simples en fait à mettre en place, même si on n'y pense pas toujours. Alors pour vous rappeler à l'ordre, peut-être que vous pouvez mettre notre chère Emma en fond d'écran, ça vous rappellera à ces bonnes pratiques. Faut pas l'avoir de nuit, faut mettre de la lumière, parce que c'est quand même un choc, Emma. Ah, c'est un zombie. Mais Quasimodo, j'aime beaucoup. Quasimodo, voilà. En tout cas, si vous voulez pas ressembler à Quasimodo. Voilà, faites des efforts. Bonnes pratiques. Pensez à votre corps, pensez à votre santé, pensez au fait qu'il faut faire des pauses. C'est un peu comme en voiture, en fait. Et souvent, on a la tête dans le guidon, donc on ne pense pas à prendre soin de ça, soin de soi. Prenez soin de vous, voilà. Mais voilà. Exactement. Prenez soin de vous, soyez digne, en quelque sorte, une forme de dignité aussi. C'est ça l'idée. Merci Fanny. Merci à vous. Bon week-end de Pâques. Bon week-end à vous. Vous aimez bien les week-ends de Pâques? J'adore les chocolats surtout. Les chocolats, ils vont tomber du ciel. On fait une courte pause, on va s'intéresser évidemment à un sujet alors qui, évidemment, dans ce contexte de Pâques un peu festif, ne donne pas le sourire aux Français. Reconfinement, évidemment, conséquences sur notre économie, on va en parler, sur les artisans, sur les commerçants, sur tous les rideaux tirés. Et puis on va s'intéresser à la fermeture des écoles, évidemment, qui pose de nouveau la question d'un télétravail dégradé au risque de se transformer en une EMA. Non, surtout pas. C'est le débat, c'est dans quelques instants. Le cercle RH, le débat du vendredi avec nos experts. Alors on a beaucoup de choses à se dire. Évidemment, reconfinement, de nouveau un coup de massue sur la tête des Français bien sûr, mais sur celle des entreprises qui très rapidement ont dû de nouveau se réorganiser. On va parler de cette stratégie de télétravail. Elle est imposée par le Premier ministre, mais elle n'est pas obligatoire. C'est là où ça devient un peu plus compliqué. Comment va-t-on faire pendant ce mois avec des écoles qui ferment et donc de nouveau un télétravail dégradé et probablement une psychologie, en tout cas un mental des Français qui va évidemment être de plus en plus perturbé, c'est le moins qu'on puisse dire. On voit beaucoup de cas de dépression, de gens qui sont très tendus. On en parle avec mes invités. Marine Balançard, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes directrice générale du cabinet de formation et de conseil Ariséal, je l'ai bien dit? Absolument. Ariséal. Et puis vous signez beaucoup de papiers, comme ça vous lancez des coups de gueule, vous dites des choses, vous vous exprimez et on va vous entendre dans quelques instants. À vos côtés, Stewart Shaw. Bonjour Stewart, vous êtes consultant en stratégie d'opinion chez Via Voice. On aura le point de vue de l'opinion, parce que là, je pense que les politiques et les entreprises veulent savoir dans quel état d'esprit se trouve l'opinion. Puis Jean-Michel Garrigue est avec nous. Bonjour Jean-Michel, directeur associé en charge des ressources humaines et du développement chez BLB Associés. Vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Dans quel état d'esprit vous étiez quand vous avez écouté, on était 30 millions à être devant le poste ce soir-là, le président Macron, qui dans un premier temps a dit « j'ai pas fait d'erreur », même si par ailleurs on peut considérer qu'il y a eu quelques retards, et je ferme les écoles et on repart en confinement. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Vous vous souvenez, on s'était dit il y a quelques temps dans cette même émission que le président et les pouvoirs publics faisaient un peu ce qu'ils pouvaient pour essayer de juguler du mieux possible l'évolution d'une pandémie, tout en ne mettant pas les gens dans des syndromes profonds de refus. Il y a deux choses que je peux dire juste. La première, c'est que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on n'a pas encore les chiffres d'hier, ou en tout cas je ne les ai pas vus,
mais avant-hier, nous étions à 50 000 contaminations dans la journée. C'est la première fois... Presque 60 000. Presque 60 000. C'est la première fois qu'on atteignait ces niveaux-là, qui ont doublé... Supérieur à ceux de mars 2020, on s'en rappelle. Qui ont doublé en quelques semaines. Et d'autre part, je lisais ce matin une enquête flash, comme en font beaucoup d'instituts dûment autorisés, disant que 70% des Français approuvaient les mesures qui avaient été édictées par le président de la République, mais que pour autant, 50% étaient bien décidés à ne pas les appliquer. C'est ça, c'est très français. Marine Balançard et Stewart Shaw, parce que l'opinion, c'est important. Dans quel état d'esprit vous êtes là? Parce que les chiffres, excusez-moi de le dire un petit peu abruptement, on a le sentiment que le président de la République n'était plus président, mais a joué un peu le boursicoteur, et il a joué contre le marché. C'est-à-dire qu'il achetait à la baisse, mais en même temps, les contaminations progressaient, l'opinion allait contre son point de vue, disait mais il faut reconfiner, ce qui est assez intéressant, et il a joué à l'envers là. Oui, mais je crois que d'une certaine façon, il a raison de prendre ses distances. Moi, ce qui me frappe, c'est la puissance du lobby des médicales et la pression qu'ils ont mis sur la prise de décision du président. Les blouses blanches. Voilà. C'est pas pour défendre Macron, mais toutes ces tribunes qui ont été publiées. C'est vrai. Et en fait, depuis quelque temps, le président a décidé de prendre une distance ou d'habiter un espace entre ce que disent les médecins, le monde médical, et ce qu'il a envie de faire lui pour la France. C'est-à-dire qu'il entend le monde économique? Est-ce que c'est ça pas qu'il entend le monde économique, c'est que les risques sont immenses pour la France en termes d'emploi, de survie des entreprises. Ce sont des risques qui se voient moins que des gens intubés à l'hôpital, mais ce sont des risques qui sont énormes pour l'avenir de la France, pour l'avenir de nos enfants. Donc et c'est à bas bruit. Hein. Et c'est à bas bruit, et il essaye d'aménager ses décisions pour que ces risques soient gérés. Et voilà, donc ça, on peut le saluer. Voilà, c'est pas du tout pour... Le président prend ses distances et maintient finalement, ça lui a été reproché d'ailleurs, sa stratégie en disant il n'y a pas d'erreur, je n'ai pas de mea culpa à faire. Et d'ailleurs, vous remarquerez, pour corroborer, c'est qu'on voit moins, par exemple, M. Delfrécy, qui avait occupé l'espace médiatique pendant presque un trimestre, qui aujourd'hui a totalement disparu dans ses prises de parole, ce qui est quand même un vrai sujet. L'opinion, qu'est-ce qu'elle dit? Parce que elle est d'accord pour confiner, mais en même temps, elle ne veut pas le respecter. Il y a un petit côté français quand même dans tout ça. Là, c'est compliqué. On n'est pas en Asie, je veux dire, où certains pays s'étaient pliés à des règles extrêmement draconiennes, en les acceptant d'ailleurs. Oui, mais je pense que ça s'explique, et je suis tout à fait d'accord avec l'analyse qui vient d'être faite. C'est-à-dire que les Français, c'est pas tant l'acceptabilité immédiate des mesures qui pose problème, puisqu'ils sont plutôt convaincus de la nécessité vitale de confiner. On a fait les expériences depuis un an que quand on confine, ça a un impact évidemment sur les chiffres sanitaires, et c'est important. Mais des conséquences sur l'économie. Mais évidemment, mais la question finalement, c'est l'acceptabilité à long terme. Et là, il y a un souci effectivement. C'est le cheminement qui est proposé par le gouvernement. Ça fait un an que l'exécutif propose des étapes. Il faut le dire. Aucune n'a été forcément respectée. Donc il y a une perte de confiance énorme envers la parole exécutive qui fait que finalement les Français se disent ça fait un an que l'on paye un petit peu les pots cassés de décisions politiques qui ont été mal ou peu appliquées. Prise en retard, prise en décalé. Il y a aussi une notion de décalage dans des prises de décision. Faites-le en janvier, on ne le fait pas en janvier, puis on repousse toujours. Et donc aujourd'hui on reconfine. Mais cette voie hybride, l'hybridation à la française, c'est-à-dire on confine sans trop confiner, finalement elle a eu très peu d'emprise dans l'opinion. Il y a eu des impacts, bien sûr, sur le sanitaire, finalement, très minimes. Et il y a eu des impacts économiques, notamment sur les territoires concernés, qui sont considérables. Juste un mot chacun, parce que je veux qu'on parle du télétravail. Il y a quand même l'idée, dans la stratégie qui n'est pas verbalisée par le gouvernement, c'est que c'est pas tant pour l'économie, mais que c'est un débat de nombre de lits de réa qui est sursaturé et qui est une forme comme ça de gestion du stock. Et que parce qu'on n'a que 5500 lits en réa, on est obligé de confiner un pays entier. Ça vous choque ou pas? Oui. Surtout que dans son allocution, il a dit qu'on aurait bientôt 10 000 lits. Donc, oui, et là aussi, vous voyez, ça rejoint ce que dit Stewart Shaw. Donc c'est difficile de comprendre. On ne les a pas, ces 10 000 lits. Et donc, comme on ne les a pas, on reconfine. En fait, le président passe son temps à essayer de donner de l'espoir en créant des rendez-vous qui sont dans la plupart des cas ratés. C'est déceptif. Hein. Alors, c'est déceptif, mais dès que la déception d'une promesse ratée survient, on en a tout de suite une autre qui est évoquée. C'est mai. De manière, voilà, maintenant on dit mi-mai, on va commencer à réouvrir les terrasses, on va commencer à réouvrir, etc. Mi-mai, ça va être donc à peine demain, 2 semaines après la fin du confinement actuel. Si on est sur les marges de progression des contaminations, comme nous l'évoquions à l'instant, je ne vois pas comment ça pourrait être le cas. Moi, j'ai beaucoup d'amis restaurateurs qui me disaient bon, les terrasses, c'est très bien,
mais d'abord, tous les restaurants n'ont pas de terrasse, loin s'en faut. Et puis, le passeport vaccinal ou la capacité de devoir prouver que l'on vient de faire un test PCR négatif depuis moins de 24 heures, ça va être... Il faut être motivé, il faut vraiment être motivé pour le resto. Moi, j'en souris avec des amis restaurateurs en me disant « Ah, je vais au restaurant demain, ne pas oublier de faire un test PCR. Ouais. » Sans parler des salles de spectacle, Jean-Michel Garrigue. Bien sûr, bien sûr. Et écoutez, Maître Barbara, elle était sur notre plateau, c'est sur le télétravail. Il y a quand même il y a un petit côté gaulois chez les Français. Il y a une façon comme ça de regarder le travail, de s'approprier son poste de travail. Écoutez ce qu'elle dit. Elle était notre invitée justement sur ces questions de télétravail. Le télétravail n'est pas le travail à la maison. C'est-à-dire, ça n'est pas ce que je fais au bureau à la maison. C'est radicalement autrement dans le mode opératoire. Et c'est la raison pour laquelle vous faites bien de souligner que tout l'enjeu, c'est un enjeu de management, c'est-à-dire de capacité à exprimer, j'allais dire, la mission qui doit être accomplie, la manière de le faire et la manière d'y mettre du liant d'une manière ou d'une autre et des relations humaines dans cette situation qui, entre parenthèses et culturellement, ça c'est intéressant, ne nous ressemble pas. Nous sommes défiants ontologiquement et nous sommes verticaux par construction. Pour ne pas dire jacobin, qui est un mot qui fait souvent beaucoup rire. Qu'est-ce que vous en dites, Marine Balançard? Vous êtes d'accord avec son analyse? Oui. Parce qu'on est reparti dans cette séquence. Au début, c'était dégradé, c'était presque un peu joyeux, puisque c'était très nouveau. Là, les gens ont déjà fait le premier saut en parachute, on leur demande de nouveau de sauter. Là, on sait comment ça marche, on a bien vu. Mais oui, surtout que les gens sont déjà complètement déprimés. Il y avait un très bon sondage via Voice sur les émotions des Français. Et en gros, c'est 30% sont dans le désespoir, 30% sont dans la colère et 30% sont dans la tristesse. C'est ça, les Français. Et là, on leur dit, on vous remet au télétravail, quasiment... 4 jours sur 5 ou en full remote, si on peut. Avec les enfants en plus, sur des Français qui sont déjà au fond dans l'impasse. Donc, sans compter les assistantes maternelles, qui, à mon avis, un sujet qui va monter très fort dans les jours qui viennent pour ceux qui vont devoir gérer la question de la garde des enfants. Les crèches sont fermées, ça a été annoncé, mais sur l'assistante maternelle, il y a un vrai débat. Qu'est-ce que vous en pensez, Stewart Shaw, d'une population qui, pour un tiers, est en colère, mais pour un autre tiers, est dans l'apathie totale? C'est-à-dire qu'elle est tellement effondrée qu'elle ne bouge plus. Qu'elle bouge plus. Elle est anesthésiée, cette population. Oui, il y a une forme de résignation qui s'exprime. Et je pense que les mesures, finalement, d'hier, qui ont été annoncées par le président il y a quelques jours, c'est un aveu d'échec, finalement, pour les Français. Je voulais juste revenir sur la question du télétravail, parce que je pense que c'est un enjeu qui est essentiel. 80% des actifs français, pour 80% des actifs français, la relation aux autres au travail est essentielle. Pour 77%, le travail, c'est d'abord une relation humaine. Donc finalement... Et donc un espace. Et donc un espace dans un bureau. Un espace d'échange, de relations, de rencontres. Donc au tout début de la crise, je me rappelle, et on en avait d'ailleurs discuté ensemble, on avait pensé que le monde d'après serait finalement le monde d'un nouveau monde du travail, avec un télétravail massif, vous y croyez pas, et désiré. Mais les signaux faibles, on les a. C'est-à-dire que invoquer le télétravail désiré pour tout le monde, c'est revenir même au sens du travail perçu par les Français. Or, on le voit qu'au bout d'un an, ça s'épuise un petit peu. Jean-Michel Garrigue, il y a quand même un débat assez intéressant. Moi, je ne l'ai pas réglé avec moi-même, mais certains nous disent non, c'est pas vrai. Beaucoup de salariés sont très satisfaits de leur télétravail. Ils ont économisé 3 heures de transport, prennent plus la voiture. Il y a une usure mentale qui se faisait aussi dans ces situations de salariat. Et puis, on a l'envers du décor de salariés qui sont à bout parce qu'ils ne supportent pas d'être coupés de ce lien social que leur procure le travail. Vous vous situez comment? Vous dites, on ne reviendra plus jamais en arrière, ou est-ce qu'on est en train d'hésiter là? On est sur une phase d'hésitation. On ne reviendra jamais complètement en arrière, ça c'est absolument sûr. L'excellent propos d'Emmanuel Barbara tout à l'heure le montrait bien. En fait, on parle de télétravail, le gouvernement souhaite un télétravail intégral pour toutes les entreprises et tous les salariés qui peuvent le faire. Aujourd'hui, on est à peine 10% de salariés qui font du télétravail intégral. La NDRH, c'est 14% pour le full remote et 21 à 22% pour l'hybridé. L'enquête de la NDRH date déjà d'il y a quelques semaines. C'est vrai. Et pour en avoir parlé avec la présidente Audrey Richard et Benoît Serre, le vice-président, on a baissé. Ça baisse constamment. Mais c'est quoi l'argument des entreprises? Alors, l'argument des entreprises, c'est de dire le télétravail intégral, et ça, c'est certainement une réalité, le télétravail intégral suscite une perte constante du lien social entre l'entreprise et ses collaborateurs. Ça bouleverse complètement
le management, Bien sûr. ça bouleverse l'organisation, à tel point d'ailleurs que j'en parlais récemment avec le DRH du groupe Accor, Stephen Daines, ils sont développés. Parce que les hôtels Accor, il y en a partout. Hein, je n'ai pas d'action, je vous le rassure. Hein, juste, je l'indique parce que je trouve ça intéressant. Ils ont développé des tiers-lieux dans des hôtels perdus au fin fond des zones industrielles. Pour permettre aux gens de pouvoir aller bosser. Des hôtels qui sont totalement inoccupés, évidemment, parce que des salariés d'une même entreprise qui habitent dans le même coin, qui ne se connaissent d'ailleurs pas forcément, parce qu'ils appartiennent à des services différents, des filiales différentes, peuvent se retrouver... C'est de l'interlien, quoi. Voilà, peuvent se retrouver dans un même salon ou une même chambre transformée en bureau, et même s'ils travaillent sur des choses différentes, au moins recréer un peu de lien commun à proximité de chez eux. Il faut que les chambres soient un peu grandes, quand même. Oui, bien sûr. Voilà. Sinon, ça devient l'enfer aussi à l'hôtel. Je pourrais, oui, tempérer un tout petit peu sur le télétravail. Ça permet quand même des gains de productivité énormes. Je crois que ça a été bien mesuré. Aussi. Et sur la prise de décision, puisque ça, c'est mon sujet favori, ça permet des prises de décision beaucoup plus rapides, parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir les personnes clés en visio qu'avant, où il fallait faire des voyages, il fallait aller voir ses clients. Voilà. Là, on peut les rassembler, on peut faire 3, 4, 5 10 réunions. Donc, il y a un gain d'efficacité. Vous êtes favorable, vous êtes plutôt optimiste sur ce télétravail, malgré tout ce qu'on vient d'entendre. Le télétravail aménagé, pas à 100%. Pas à 100%. De 100%, c'est... Parce que vous dites c'est votre dada, le travail, enfin la décision. La décision. Oui. On entend aussi qu'il y a plus d'autonomie du collaborateur, et on entend dans les sondages qu'il se sent mieux, qu'il y a moins de pression managériale et qu'il est peut-être plus en créativité. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai, sauf pour ceux qui sont timides ou introvertis, qui eux déjà disparaissaient quand ils étaient en présentiel, et là derrière leurs écrans, on ne les entend plus. Voilà, donc ces gens-là sont... Donc là, il faut de l'accompagnement. Là, il faut de l'accompagnement et faire très attention aux gens timides. Réservés, parce qu'ils ont beaucoup de choses à apporter aux entreprises. Et ils sont souvent très créatifs, on ne les écoute pas. Voilà. Ouais, mais le son n'est pas toujours entendu, c'est vrai. Voilà, donc il y a un gros il faut aller les chercher, comme on dit. Voilà, il y a un gros travail du manager, et c'est vrai que ça change complètement le management. Et ça change la façon de travailler. Stewart Shaw, les Français, dans leur vécu, il y avait ce confinement un peu hybridé, qui n'était pas vraiment un confinement, c'était 18h, puis c'est passé à 19h, mais les écoles restaient ouvertes, les gens pouvaient continuer à travailler. Là, les écoles vont être fermées. Crèches, école primaire, maternelle, primaire, collège, lycée, avec 4 jours en visio, puis après les vacances vont démarrer, puisqu'on avance de 15 jours les vacances. Ils vont tenir les Français ou pas? Comment vous les trouvez, ces Français? C'est abrasif, c'est résigné, c'est l'envie d'en sortir à tout prix? Qu'est-ce qu'en dit l'opinion là? Via Voice en tout cas. Je pense que la résignation, c'est évident et on l'a dit. C'est terrible. Hein. Mais c'est terrible. Et puis il y a un épuisement, c'est-à-dire qu'on a presque peur finalement qu'on ne trouve plus d'éléments et d'arguments pour croire un petit peu au lendemain un peu plus paisible, vous voyez. C'est ce que c'est Jean-Michel Garrigue. Bien sûr. On nous fait un peu rêver à chaque fois pour tenir. Quoi. Bien sûr, vous savez, c'est le syndrome un peu du mirage. Quoi. On vous tend un objectif et puis plus on s'en rapproche, plus il disparaît en fait. Donc finalement, il y a un épuisement psychologique qui est réel. Juste un chiffre d'un de mes confrères, je crois qu'il y a plus d'un tiers des salariés aujourd'hui français qui déclarent avoir des syndromes dépressifs. Donc je pense que là, il y a un enjeu qui est... Jean-Michel Garrigue, on va faire une émission sur le syndrome dépressif des mandataires, ceux qui ne sont pas des salariés, donc les chefs d'entreprise. Et j'ai lu des chiffres alarmants de chefs d'entreprise qui pensaient au suicide. Certains tentaient de se suicider parce qu'ils n'avaient rien. Oui. Paradoxe, il n'y a jamais eu aussi peu de dépôts de bilan. Vous allez nous expliquer pourquoi dans cette période d'un an, parce qu'évidemment, il y a la perfusion financière, les PGE. La question qui nous est posée là aujourd'hui, et que le gouvernement examine, c'est à quel moment on va commencer doucement. Alors, il y a eu le décret sur le chômage partiel, qui globalement maintient en l'état, à peu de choses près, mais un jour ou l'autre, il va falloir retirer la prise, mais on la retire de plus en plus tard. Cette prise, c'était en mars, on nous dit juin, on nous parle de septembre. Combien de temps on tient là? Financièrement, c'est colossal. Vous vous souvenez, donc on a beaucoup parlé ici de l'argent facile. C'est vous qui portiez cette question-là. Voilà. Et en fait, tant qu'on est à 500, 600, 700 milliards, etc., quelques dizaines de milliards de plus ou de moins, de toute façon, etc., mais ça valse. Je crois que l'arrêt, même progressif, d'une économie aidée n'interviendra pas en septembre. C'est impossible. Les entreprises, le jour où on va même commencer à décélérer... là, on aura déjà des fermetures. Les fermetures vont déjà commencer à arriver. Et c'est une espèce de cercle vicieux dans lequel est le pouvoir. Mais il faut dire aussi que
ils n'ont quand même, et c'est pas leur travail, certes, mais ils n'ont quand même qu'une notion assez relative de ce qu'est la complexité aussi de vie d'une entreprise. J'écoutais ce matin, pour revenir sur le sujet d'avant, les représentants des pouvoirs publics, des gouvernements, le porte-parole du gouvernement qui disaient c'est pas un souci, on a avancé les vacances, etc. Eh bien, on demande aux employeurs toute la souplesse pour permettre aux salariés immédiatement. de prendre immédiatement des congés. Mais on voit que ces gens-là n'ont jamais été dans une entreprise. Enfin, on prévoit des congés plusieurs semaines avant, avec dans une période un peu compliquée. Et tout d'un coup, on dit, écoutez, il n'y a pas de souci, vous donnez 15 jours de vacances supplémentaires. Et tout le monde sera content. Tout le monde sera content. Et à partir de demain ou après-demain, les gens s'arrêtent de travailler. Déjà que l'économie est chancelante. Enfin, voilà, ce sont quand même des réactions qui me laissent pantois. Le monde de l'entreprise, Marine Balançard, parce que vous l'observez, vous avez un cabinet de conseil justement en formation. Elle dit quoi, l'entreprise aujourd'hui? Elle souffre, elle est inquiète, parce qu'on parlait des Français, des salariés, mais il y a les entreprises qui ont le nez dans le guidon, qui n'ont pas de visibilité, qui n'investissent pas, qui font des plans de départ. C'est pas complètement vrai. J'adore dire des bêtises. C'est pour me faire parler. La sortie de crise, on y est bientôt, en fait. Il y a beaucoup moins d'incertitudes maintenant qu'en mars dernier. Comment ? C'est une excellente nouvelle. Voilà. Et donc, les entreprises investissent. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont gardé leur PGE, qui vont pouvoir le rembourser. Oui, il avait gardé de côté sans y toucher. Voilà, c'était le radeau de sauvetage pendant la tempête. Ils ne l'ont pas utilisé, ils n'ont pas eu besoin. Et, donc, je globalise trop. Il y a des entreprises pour lesquelles, globalement... Et en fait, en gros, on va s'en sortir. D'ailleurs, la bourse elle va bien. Montre qu'il y a une confiance. La sortie de crise, on ne sait pas si on s'en méfie comme ça de la bourse. Un an. On s'en méfie, Marine Balançard, quand la bourse va bien, comme ça, il y a une forme de déconnexion. C'est une anticipation en fait du futur. Donc c'est le sentiment sur le futur. Donc non, on va sortir de la crise. Est-ce que c'est à 3 mois ou 6 mois? On ne sait pas. Et ça, les entreprises le sentent et investissent. Marine Balançard, je me permets quand même de vous dire que certaines vont s'en sortir avec les honneurs, parce que certains secteurs ont été très porteurs. Je le redis, il y aura quand même de la casse. On va s'en sortir, mais il y aura quand même des œufs cassés. Enfin, si je peux m'exprimer ainsi, vous êtes d'accord? Tout à fait. Sans faire un paysage noir, il faut être optimiste et positif, mais il y aura de la casse. Ouais. Oui, c'est des chiffres que nous, on remarque, notamment on a publié avec June Partners, le cabinet de conseil, les leviers de la performance des entreprises que l'on fait annuellement, donc avec un bilan, et on voit qu'il y a un clivage entre les secteurs qui est historique. Historique. Là, on a creusé des fossés entre secteurs. Absolument. C'est-à-dire les bons secteurs, on le sait, c'est l'agroalimentaire aujourd'hui, enfin tous les secteurs qui ont pu poser leurs produits dans les rayons de supermarché, parce que là, puis il y a des secteurs qui sont en ruine. L'automobile. Le tourisme, je voyais le patron d'Accor, qui quand même se pose des questions. Airbus avec ses 30 000 collaborateurs et salariés dont ils vont se séparer. Donc l'idée, c'est quoi? On ne peut pas globaliser soit de l'optimisme absolu ou d'un pessimisme total. C'est en fonction des secteurs que des pans entiers vont s'effondrer. Ce qui est le plus préoccupant dans ce que vous indiquez, c'est que, en fait, au-delà des entreprises, il y a tout l'environnement économique qui les accompagne. C'est-à-dire que dans les très gros secteurs comme le tourisme, bien sûr, comme l'automobile, comme l'aéronautique... tous ceux qui bossent sur ce secteur. Voilà, il y a des myriades de sous-traitants, de partenaires, et donc, au-delà même des entreprises elles-mêmes, vous parliez des 30 000 collaborateurs du groupe Airbus, mais il y a des répercussions énormes qui vont arriver, évidemment, dans tous les sous-traitants de la région Midi-Pyrénées, mais aussi ailleurs en France. Roissy, à cause de ça. Donc certains grands groupes, certains secteurs, comme Stewart le dit avec beaucoup de justesse, s'en sortent très bien. Moi, je connais même des sociétés qui ont fait en 2020 plus 10, plus 15% d'activité, des grands groupes. Et puis d'autres, je dirais, qui survivent beaucoup à cause des perfusions financières de l'État. Pas de chance, elles étaient dans le mauvais secteur. Exactement. Événementiel, c'est vraiment pas de chance. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire qu'il ne faut pas globaliser, parce que sinon on ne voit pas. Oui, mais le tourisme, ça va quand même reprendre. En plus, c'est un des secteurs phares. En France ? En France, en Italie, en Espagne. J'espère que ça va reprendre et que nos entreprises vont tenir. Il y a un peu de méthode Coué chez vous, Marine Balançard, quand vous dites ça ou... Non, parce qu'il y a un peu ce débat-là aussi, de se dire, allez, battons-nous, avançons, quoi. La France, qu'est-ce qui reste en France? On a vu que l'État était légèrement défaillant, il reste les entreprises, donc il faut tout mettre sur les entreprises. Je pense que l'État défaillant, il a déversé beaucoup d'argent. Il a déversé beaucoup, bien sûr, il a beaucoup aidé les entreprises, mais les salariés ont confiance dans leur entreprise. Je pense qu'il y a des liens qui ont été resserrés entre les chefs d'entreprise et leurs salariés. Il y a quelque chose à faire pour les entreprises.
10 secondes, Stewart Shaw, parce que je déborde, je suis en retard comme d'habitude. Je pense qu'effectivement, dans cette crise, il y avait un triptyque attendu par les Français, c'est-à-dire un alignement des actions conjointes entre le citoyen, l'État et les entreprises. Sur l'État, effectivement, il y a une perte de confiance, on l'a vu. Et sur les citoyens, ils ont l'impression d'être un peu seuls au front. Ça se reporte sur l'entreprise. Et sur l'entreprise, les chefs d'entreprise le disent, on a été résilients, on a fait preuve de transformation, il faut compter sur nous, il faut nous baser... On lui demande beaucoup à l'entreprise, on lui demande beaucoup à cette entreprise. Elle n'a jamais été autant au cœur de notre société qu'avec cette crise Covid. C'est vrai que c'est... Et je pense au DRH, dont on n'a jamais autant parlé ces derniers mois et cette dernière année, parce qu'ils ont été en première ligne. Merci à vous, Jean-Michel Garrigue. Moi, je serais bien resté plus longtemps avec vous. C'est toujours un vrai plaisir. Directeur associé chez BLB Associés, en charge des RH et du développement. Merci Jean-Michel. Merci Stewart Shaw, consultant en stratégie d'opinion chez Via Voice, toujours avec des chiffres et des analyses. Et Marine Balançard, directrice générale du cabinet de formation et de conseil Ariséal. C'était un plaisir de vous accueillir. On termine par le livre. Vous n'allez pas être dépaysé et vous allez rester avec moi. Tiens, vous avez participé à cette interview. Le livre de Smart Job, le paradis du consommateur est devenu l'enfer du travailleur. Ça, c'est un sujet fondamental sur le rapport au capitalisme. On en parle tout de suite avec son auteur. Il est à distance. Denis Penel, bonjour, vous êtes avec nous, on est ravis de vous accueillir. Je ne sais pas si vous aviez le son de notre débat sur ce qui se passe en France, parce que vous nous parlez de Belgique. Vous êtes un homme multicasquette, influenceur, conférencier, auteur de plusieurs livres, dont celui qu'on présente aujourd'hui, Le paradis du consommateur est devenu l'enfer du travailleur, aux éditions du Panthéon. D'abord, avant de parler de ce livre, mais le contexte de notre débat aujourd'hui, est-ce que c'est encore vrai tout cela, alors qu'on a l'impression que comme ça, les consommateurs sont en train de muter, les entreprises sont devenues de plus en plus à mission, on parle de sens, on parle d'intérêt de sa profession. Est-ce qu'on n'est pas en train de changer, ou est-ce que ça aussi, comme disait Stewart Shaw, on est un peu dans le mirage? On nous fait rêver, mais ce n'est pas vrai. On est resté sur un mode consommateur et travailleur. Oui, bonjour. Non, moi je dirais que la crise est un accélérateur de particules, donc a amplifié des tendances qui étaient déjà là. On l'a vu en termes de digitalisation. Par exemple, le développement de la consommation en ligne a explosé, notamment au cours du premier confinement, et continue à avoir des chiffres de progression très significatifs. L'automatisation aussi a continué. Aujourd'hui, le consommateur, plus que jamais, veut se faire servir. Une fois que le couvre-feu est en place, qui on voit dans les rues, c'est les livreurs Uber Eats ou Deliveroo qui viennent livrer des repas à domicile. Pendant le confinement aussi, alors que les coiffeurs étaient fermés, on a vu les particuliers faire venir des coiffeurs chez eux. Donc les tendances que je décrivais dans mon livre sont plus que jamais véridiques, et en fait on a gagné probablement en quelques mois, à travers le confinement, une formidable accélération des tendances. Donc pour moi, non, la tendance s'est accélérée plus qu'elle ne s'est renversée. Daniel Penel, juste un mot un peu philosophique, c'est un peu, vous savez, comme le cycliste qui hurle contre les voitures, parce que les voitures roulent trop vite, mais en même temps, cycliste, 2 heures plus tard, il devient automobiliste et lui-même manque d'écraser un vélo. C'est un peu pareil dans cette relation entre le salarié et le travailleur, vous l'appelez le travailleur, et le consommateur. Il est en même temps travailleur et consommateur. Il se prend lui-même au piège, en quelque sorte. Oui, alors c'est la difficulté de l'exercice, c'est qu'on arrive à des comportements schizophréniques, effectivement, entre nos intérêts de consommateurs, où on veut acheter toujours plus vite, toujours moins cher, et malheureusement, de l'autre côté, il y a un travailleur qui doit répondre à cette demande du consommateur et qui, lui, est soumis à cette pression nouvelle, donc d'être toujours plus flexible, toujours plus corvéable, je dirais. Donc effectivement, il y a un antagonisme entre les deux qui est pas toujours facile à gérer pour nous en tant qu'individus. Mais clairement, si on regarde le développement de ces dernières années, on a vu que chacun d'entre nous, en tant qu'individu, avons privilégié nos intérêts de consommateurs par rapport à nos intérêts de travailleurs. D'ailleurs, c'est un vrai sujet dans le monde agricole, si je peux me permettre, puisque nos intérêts de consommateurs vont souvent à l'encontre de celui qui nous propose son lait et qui dit « Moi, je ne peux plus le vendre, mon lait. Je n'arrive plus à vivre avec l'animal que je vends à la grande distrib. Mes carottes, je ne vis pas avec. » Comment on réconcilie cette question qui est fondamentale? C'est-à-dire payer au juste prix celui qui produit.
Alors, pour moi, il y a un troisième acteur qui n'est pas mentionné dans le titre de mon livre, mais qui est essentiel, c'est le citoyen. Et je crois, j'ai confiance au citoyen, c'est lui qui va réconcilier les attentes schizophréniques entre le travailleur et le consommateur. Parce qu'effectivement, à un moment, on va se rendre compte qu'on va dans le mur, que c'est plus possible, que notre système productiviste où on extrait, on produit, on consomme et puis on jette, n'est plus possible sur le long terme. Donc, je crois que, et là, je suis plutôt positif parce que je crois que la crise et la pandémie nous a permis de faire prendre conscience des choses essentielles par rapport à ce qui peut être plus superficiel. Et pour citer un grand philosophe, Johnny Hallyday, je pense que la crise nous a rendu l'envie d'avoir envie en nous faisant réaliser que des choses qui étaient pour nous tenues pour acquises, comme sortir, aller au restaurant, voir des amis, que dans certains cas, ces libertés-là étaient contrecarrées, alors que c'est sans doute des choses plus importantes pour notre bonheur et notre bien-être que, effectivement, d'avoir le dernier vêtement à la mode ou le dernier smartphone. Un steak frites en terrasse, quoi. Voilà le bonheur, voilà la vraie vie. Vous êtes d'accord avec ça, mes chers invités, on ne va pas pouvoir tenir bien longtemps. Et moi, je redis que j'ai le sentiment qu'à travers cette crise Covid, on est en train de muter. Non, on mute ou on mute pas? D'un mot. On mute, mais on réapprend, comme dit monsieur, on réapprend les libertés fondamentales. C'est-à-dire que ce qui nous paraissait tellement évident et on ne disait plus attention... D'une banalité. Voilà. Ce qui prouve bien que la liberté, ce n'est pas de tout faire, c'est de savoir qu'on peut tout faire. C'est tout à fait la différence. C'est vrai que ça nous fait prendre conscience des choses essentielles. La liberté, c'est une perception beaucoup plus qu'une réalité. Et à ce titre, le jour où on reviendra au restaurant, on va se mettre à embrasser les restaurateurs comme on ne l'a jamais fait jusqu'alors. Et à prendre le temps de manger nos frites. Exactement. On va peut-être vous retrouver ensuite en visio, parce qu'on vous avait perdu, Daniel Penel. Pourtant, la Belgique, c'est pas loin, mais vous étiez... on faisait une émission de radio. Je vous cite, je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Moi, je vous entends très bien, donc pas de problème. Bon, pas de problème pour vous. J'espère qu'on va vous retrouver en visuel. John Maynard Keynes, vous dites, alors c'est formidable ce que vous dites à la page 197. D'ici 2030, nous ne travaillerons que 15 heures par semaine. Ça c'est ce que dit Keynes. C'était une prévision. Et puis il y a Jean Viard qui dit « Nous ne passons pas plus au global que 10% de notre vie entière à travailler pour une espérance de vie de 82 ans, soit 700 000 heures. » Donc si on va jusqu'à 82 ans, on aura travaillé finalement au global, quand on comptera notre temps de retraite, que 10% de notre vie. Ça vous inspire quoi? Vous le dites d'une manière neutre, c'est une bonne nouvelle? Ça veut dire qu'on va vers une société du non-travail? Alors non, moi je ne crois pas du tout à la fin du travail. Et comme ça a été dit pendant le débat, le travail occupe une place essentielle dans nos vies. Et notamment en France, les enquêtes européennes le montrent que le Français est en Europe le citoyen qui est le plus attaché au travail, pour qui le travail représente une part très importante de sa vie. Donc je ne crois pas du tout à la fin du travail. En revanche, c'est clair, il y a une nouvelle relation au travail qui s'instaure, qui est faite de liberté, qui est faite de quête de sens, effectivement. Aujourd'hui, on ne veut plus avoir un travail alimentaire, on veut comprendre pourquoi on travaille, quel est l'intérêt de son travail, et puis on veut avoir du bien-être et du bonheur au travail. Et en ce sens, on évolue aussi vers une consumérisation du travail. Le travail devient un bien de consommation. L'individu veut pouvoir choisir quand, où, avec qui travailler. Il veut de la liberté, il veut du sens, il veut du bien-être. Donc voilà, le travail aussi devient un bien de consommation. Merci. En tout cas, la question que vous posez dans votre livre, c'est le rapport au salariat. On n'a pas le temps d'ouvrir le débat, mais ce n'est pas le travail qui disparaît, mais c'est le statut qui constitue le travail, c'est-à-dire la notion de salariat qui est en train aujourd'hui d'être devenir plus atomisée, différente, avec d'autres statuts, d'autres envies aussi chez les jeunes générations. On n'a malheureusement pas le temps d'ouvrir ce débat, qui est un autre sujet important. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout de l'émission. Merci à Daniel Penel pour cette belle émission de radio, puisqu'on vous a perdu évidemment en cours de route. Mais ce que vous disiez était passionnant. Le paradis du consommateur est devenu l'enfer des travailleurs. Lisez ce livre, la problématique est fondamentale. Merci à vous, merci à Fanny Griesmer, l'incontournable. Merci à Kylian Soula, notre réalisateur. Merci à Justine pour le son. Merci à Valentin et à Pauline Gratel. Voilà, j'ai été complet, j'ai été très heureux de passer cette semaine avec vous. Bon week-end de Pâques, évidemment, les œufs vont tomber. Voilà, vous pourrez les rattraper comme ça, vos œufs. Et puis prenez plaisir. Voilà, ça fait rire tout le monde. Bon week-end à vous. Bye bye. À lundi. À mardi.